Bon- bonjour à tous. On va vous demander un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Allô, allô? Allô, allô? On va vous demander un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Merci à tous. Tout le monde est bien installé? Ça marche ou pas? Tout le monde est bien installé? Tout le monde entend? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel amphithéâtre. On est la classe master. Vous m'entendez bien? Oui. Très près, d'accord. Classe M1, on a organisé cet événement donc, pour les bacs pro et BTS du groupe IGS afin de vous sensibiliser à l'éducation aux médias. Donc, les sources d'information avec tout ce qu'on peut voir de nos jours avec tous les outils à notre disposition. Donc voilà, on va vous présenter le déroulé de l'événement. Je laisse la parole à David. Merci. Alors, donc là, ce que vous pouvez voir sur dans la représentation de l'écran, donc là, le briefing, on l'a déjà commencé en l'occurrence. Ensuite, nous aurons la conférence d'Antonin Adjer, qui est présent juste ici, qui va s'occuper de vous pendant 1 heure. Donc, je vous prierai d'être gentil avec lui. Donc, après la conférence, bien évidemment, on aura une petite pause, donc à peu près 10-15 minutes. Donc, vous pourrez aller fumer une clope, etc. Faudra bien se retrouver au niveau des ateliers ensuite. Donc ensuite, après les ateliers, ce sera des ateliers d'1 heure. Donc, vous finissez votre atelier. Entre-temps, il y aura un petit stand de la LICRA, donc vous pouvez passer pour avoir plus d'informations et ce serait bien pour vous aussi de vous instruire, si vous en avez besoin, bien évidemment. Et après, on aura le second atelier dans un second temps. Donc cet atelier, en fait, va vous permettre du coup d'en savoir plus sur la désinformation, mais je ne vous en dis pas plus. Et ensuite, après les ateliers, on aura la remise des prix, bien évidemment. Donc, il y aura une équipe gagnante. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance par rapport aux ateliers. Et de nombreux lots à gagner, effectivement, donc avec nos partenaires ici présents qui auront l'occasion de se présenter juste après. Et on aura l'occasion de vous les présenter en fait en fin de cérémonie. Donc, la fin de cérémonie se fera à partir de 16h30. Donc, on se retrouvera tous ici à l'amphithéâtre. Et donc, on fera la remise des gagnants. Et ensuite, il y aura un petit cocktail de fin qu'on a réussi à négocier avec nos partenaires, qu'on remerciera bien évidemment à partir de la fin de la conférence. Merci à tous. Je n'ai pas fini. Je vais passer le micro à Madame Hubert. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la directrice du centre. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Et vous l'aurez compris, on a confié quand même un super challenge à notre promo de Master 1. Donc, je vous propose déjà de les applaudir pour les encourager. Ils sont concrètement en train d'appliquer les compétences, d'être voilà, dans une mise en situation concrète et ils l'ont fait pour vous. Ils ont beaucoup tergiversé et je sais qu'ils ont mis beaucoup d'énergie. Et vous le voyez, ils sont allés chercher des choses pour vous qui sont tip top et jusqu'au bout de l'après-midi pour vous faire aussi plaisir et du bien à travers un moment convivial. Donc l'après-midi, c'est vraiment ce 2 angles. Un échange sur un sujet ô combien important et qui nous concerne tous. Il n'y a pas que des histoires d'âge, on en parlait. Les fake news, les réseaux sociaux, c'est notre quotidien aussi. Et on va aussi associer ça avec vraiment cette dimension convivialité, de vous croiser aussi entre promos, entre groupes, ce qui arrive finalement peu fréquemment avec vos rythmes d'alternance. Donc encore merci à eux pour tout leur investissement. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des intervenants, nos partenaires, mais ils vont être présentés par la suite pour leur présence à nos côtés. C'est toujours un point important dans notre centre de formation d'être en lien aussi avec des experts et avec le monde de l'entreprise. Vous le vivez aussi dans votre alternance au quotidien. Mais je vais laisser la parole à Émilie Héritier, directrice pédagogique, sur la genèse du projet. Très bien, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, pourquoi vous vous retrouvez dans cet amphi cet après-midi? La promotion de Master a, dans le cadre de sa formation,
besoin de travailler sur un projet qui fait vraiment partie de leur processus d'évaluation. Donc, ils vous ont préparé plein d'événements, vous allez voir, qui vont vous permettre de développer vos connaissances et vos compétences concernant l'éducation aux médias et les fake news. Mais sachez qu'au-delà de cet exercice, c'est aussi un élément d'évaluation pour cette promotion. Ça fait partie de leur cursus de formation, puisque tout comme vous, ils sont dans un cas de développement des compétences et ils doivent travailler sur l'organisation, la création d'événements, la sensibilisation de clients ou de public, et puis également toute la partie organisationnelle. Donc, je tiens aussi à les saluer pour le travail qu'ils ont accompli cet après-midi. Voilà. L'autre point important, c'est l'organisation de cet événement. Bien sûr, elle a nécessité du temps. Donc, c'est un travail qui a duré durant toute une partie de l'année pour cette classe d'apprenants. Donc, je vous remercie vraiment de leur réserver le meilleur accueil possible, d'être à l'écoute durant la conférence et puis les ateliers, des informations, des éléments de déroulement de cet après-midi pour leur permettre de pouvoir gérer tout ça au mieux. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Bonne conférence. Et puis, avant de laisser la parole aux MRCM qui vont être vraiment les maîtres d'orchestre de cette conférence, je vais passer la parole à Christopher Da Silva de l'entreprise Cision qui fait partie de notre partenaire cet après-midi. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Christopher Da Silva, je suis manager dans l'entreprise Cision. Cision, aujourd'hui, en fait, on est spécialisé dans le monde des relations presse, c'est-à-dire qu'on propose des outils de relations presse de veille média et de veille réseaux sociaux aux entreprises. Donc, c'était un petit peu évident pour moi aujourd'hui de venir parler un petit peu avec vous. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet d'actualité. On travaille aujourd'hui avec de nombreuses entreprises. Mais en fait, chaque entreprise derrière a des enfants ou non, ou de la famille qui peut être impactée par les mauvaises informations et les fake news. Alors, Cision, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un état des lieux. On travaille avec de nombreuses entreprises en France. Mais ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une association avec laquelle on travaille. C'est très simple, c'est entre les lignes. Vous avez tous dû normalement recevoir un petit carton. Enfin, vous allez recevoir un petit carton normalement à la fin de la conférence, ou vous l'avez déjà, c'est super. Plutôt que vous donner des goodies qui auraient terminé à la poubelle dans un mois ou deux, on a plutôt décidé de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, aidant et surtout pour vous, d'être impliqué dans tout ça. Aujourd'hui, on a tous de la famille, des enfants, des oncles, des tantes, des petits frères, des petites sœurs, des cousines qui regardent des choses qui ne sont pas forcément vraies, que ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas montrer un bout de fesse qui va nous rapporter 10 000 € par mois, je vous le dis, sinon tout le monde le ferait. Donc ça, c'est la petite aparté. Cette association, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est entre les lignes. C'est plus de 200 journalistes bénévoles qui bossent dans le monde, Télérama, les agences France Presse, qui en fait prennent de leur temps pour aller se balader dans les collèges et les lycées de France et donner en fait des ateliers de sensibilisation aux fake news. Donc à des informations qui ne sont pas forcément les bonnes et surtout à apprendre de dissocier le vrai du faux. Donc en fait, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est très simple. Vous êtes tous concernés. Aujourd'hui, on a mis en place, je crois que de mémoire, c'est plus de 5, enfin, vous allez pouvoir donner plus de 500 cours, 2 heures, ça veut dire 1000 heures de cours à des jeunes étudiants, collégiens, lycéens. La seule chose que vous avez à faire, c'est de remplir ce petit papier avec votre mail. Ensuite, on vous enverra directement un lien et en fait, vous ferez ce qu'on appelle un don. Et ce don permettra justement de financer les différents ateliers qui vont avoir lieu dans toute la France. Donc, merci à vous. Et puis, bonne conférence. Je vais suivre ça de près. On va vous demander un petit peu d'attention. Je te laisse éteindre les lumières, s'il te plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous.
Voilà, donc, effectivement, avant de s'entretuer, c'est important de savoir si on a le droit de s'entretuer. C'est vraiment la condition de base. Avant que mon intervention arrive, vous m'entendez bien, c'est bon? Ce genre de fake news, ça marche très très bien. Bon, là, bien sûr, c'est poussé à l'excès parce que ça va faire appel à des ressorts cognitifs, donc cognition, fonctionnement du cerveau, qui plaisent beaucoup, et c'est ce qu'on voit très très souvent sur des réseaux. Ça joue sur l'émotion. Il y a rarement une fake news qui ne va pas jouer sur l'émotion. D'accord? Que Biden soit un reptilien ou que la reine d'Angleterre soit morte depuis 5 ans et pas depuis 1 mois, ça joue sur l'émotion, donc ça va nous interpeller davantage parce que le cerveau est fait comme ça. Après, si on est persuadé aussi que les États-Unis sont corrompus, par exemple, on va se dire ça ne m'étonne pas que ça arrive. Parce que là, on va jouer sur ce qu'on appelle le biais de confirmation. En fait, le cerveau, il adore confirmer quelque chose qu'il connaît déjà. Et maintenant, l'intervention. Donc, avant de s'entretuer pendant 12 heures, vérifions un petit peu si c'est vrai ou pas. Et donc, j'ai commencé par une courte présentation de moi. Donc, je m'appelle Antonin G, je suis écrivain. J'ai écrit une trilogie qui s'appelle Interfield, qui est un roman des romans d'anticipation, où j'imagine un futur proche, où on peut partager ses émotions via un réseau. On a une puce dans l'oreille, on ressent les émotions des autres, ce qui a beaucoup d'avantages. Il y a moins de discrimination, il y a moins de violence, puisqu'on ressent les émotions des autres. Par contre, on ne peut ne plus partager ses émotions. Et il y a toute une aventure qui se déroule là-dessus. Voilà, ça, c'est mon côté écrivain. Ce n'est pas un instant pub, hein, c'est juste une présentation. Et après, il y a mon côté, on va dire, scientifique, puisque j'étudie la psychologie en master et bientôt en thèse. Par rapport à tout ça, l'idée, c'est, et moi, ce qui me fascine, parce que j'ai repris mes études durant la pandémie, c'est pourquoi est-ce qu'on croit à des choses, mais qui sont complètement folles? Parce que c'est facile de dire les complotistes sont des idiots, c'est pas vrai. On est tous un peu complotistes, on pense tous des trucs où on nous cache quand même un peu des choses. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi on croit ce genre de choses. Et là, ce que je vais faire pendant 3/4 d'heure, après il y aura un peu de questions de votre part et n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, c'est de voir un petit peu comment on peut vérifier l'info en ligne. Donc ça fera écho aux différentes interventions que vous proposez. Comment évaluer la fiabilité d'une personne qui parle en ligne. Pourquoi est-ce qu'on va se faire avoir par la fake news et vraiment définir ce que c'est en fait une fake news, parce qu'on va voir que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Comment est-ce que je peux passer à la slide suivante? Est-ce qu'il y a un petit bouton? Est-ce qu'il y a... Sinon, ouais. Sinon, je peux mettre ça, je peux faire ainsi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'une fake news? Vérifier l'information, la fiabilité, les biais cognitifs, et enfin, qu'est-ce qu'une fake news? 2 fois la même question, vous allez vite savoir pourquoi. Ça te dérange si tu restes là ou tu veux que je fasse? Ok, merci bien. Alors, qu'est-ce qu'une fake news? La définition pure de la fake news, c'est une information qui s'oppose à l'état actuel des connaissances sur un sujet diffusé dans le but, volontaire ou non, de désinformer. Alors, ça a l'air un petit peu complexe comme ça, mais c'est très important. Déjà, qui s'oppose à l'état actuel des connaissances. Dire aujourd'hui que la Terre est plate, c'est une fake news. Il y a 3000 ans, peut-être pas, on ne savait pas. D'accord? Premier point. Deuxième point, ce n'est pas forcément volontaire. Il y a un peu cette idée que des gens propagent des fake news parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils veulent manipuler les gens. Parfois, c'est vrai. Beaucoup d'hommes politiques, maintenant, utilisent des fake news pour manipuler l'opinion. Trump en est le père fondateur des fake news. C'est même lui qui a popularisé ce terme. On va voir ça juste après. Mais de l'actualité très récente, certains présidents de certains pays qui attaquent actuellement d'autres pays justifient par des fake news cette invasion. Je parle de la Russie. Au cas où il y a un petit doute. Donc voilà, mais beaucoup de gens vont partager, pas de manière volontaire, en fait. On prend le sujet de la Terre plate, il y a des gens, enfin, il y a certainement des gens qui pensent sincèrement que la Terre est plate, en fait. Et
Voilà, ça ne veut pas dire que c'est vrai. On peut être sincère et dire quelque chose qui est faux. Par rapport au vaccin, alors, vous pensez ce que vous voulez des vaccins, mais il y a des gens qui pensaient sincèrement que c'était dangereux et qui voulaient vraiment alerter les autres. C'était limite un devoir moral de faire ça. Ça ne veut pas dire que les vaccins sont dangereux ou pas. Ça, en fait, ça n'influe en rien sur la véracité d'une information, que la personne soit sincère ou pas. Par contre, une personne sincère va davantage vous convaincre. Et ça, c'est important. Une fake news est basée sur les faits, pas sur les opinions. Quoi que vous pensiez de Macron, que ce soit un génie, un idiot, que vous détestiez, vous l'aimiez, ce n'est pas des faits. C'est votre point de vue. On ne peut pas dire fake news, en fait, il est sympa. C'est subjectif. D'accord? Ça se base sur des faits. Voilà. Il y a beaucoup de fake news qui circulent, notamment sur Brigitte Macron. Ça, c'est de la fake news. C'est sur des faits. Ça se base sur des faits. Une théorie du complot qui sous-entend que c'est un homme, ce qui est à la fois transphobe et complètement idiot. Oui, mais bon, en fait, on n'en parlera pas beaucoup durant ces 3 quarts d'heure. La logique du complotisme, c'est d'inverser les choses. C'est d'inverser les choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de théories du complot sur des hommes sont en fait des femmes. Voilà. Dernière en date, c'est Florence Foresti, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette idée, Poutine, on dit que c'est un dictateur. En fait, non, il veut sauver les gens, c'est pour ça qu'il attaque. On veut toujours inverser. On nous cache la vérité est ailleurs. Voilà, pour ceux qui connaissent la référence. Donc voilà, une fake news se base sur des faits, uniquement sur des faits. Et, oui, ça ne marche pas? N'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis en train de parler, donc je n'ai pas réflexe de me coder au micro, je n'ai pas encore cette logique de rocker ou coder au micro. Les faits ne sont pas forcément visibles, ça c'est très important. On dit souvent, je ne crois que ce que je vois. Ouais, mais dans ce cas, la Terre est plate, donc c'est pas bon. Moi, mon cousin, il a eu le vaccin et puis 2 jours après, il est mort d'une crise cardiaque. Ça ne veut pas dire que le vaccin est dangereux, parce qu'on ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet entre les deux. D'accord? Sur le vaccin, moi, je pense qu'il est plutôt efficace, pas à 100%. Partez pas si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est d'un point de vue statistique qu'on s'en rend compte. C'est en analysant des milliers de cas. C'est pas mon voisin, ma coiffeuse, etc. Donc, les faits, ce n'est pas forcément visible. Et ça, c'est compliqué pour le cerveau qui aime bien croire ce qu'il voit. Et d'ailleurs, la base de la science, c'est de se détacher de notre bon sens, de notre point de vue personnel et d'accepter qu'il y a des connaissances qui dépassent nos perceptions. D'accord? Merci. Antonin, j'ai une petite question pour toi. Je t'en prie. Comment pourrait-on vérifier l'information? Par quel moyen? Vu que tu es un expert, tu pourrais peut-être nous expliquer comment ça se passe. Alors, première chose, on verra ça après. Justement, il faut se méfier du mot expert. Expert, ce n'est pas un mot qui est déposé. C'est-à-dire que moi, je peux être expert en équarrissage. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ou en Formule 1. Bah, je suis expert en Formule 1. J'ai le droit de dire ça parce que expert, ce n'est pas un nom qui est déposé. Par contre, les docteurs en quelque chose, docteur en psychologie, ça c'est déposé. Moi, je ne peux pas me prétendre docteur en psychologie parce que je n'ai pas fait un doctorat en psychologie. Donc, les mots experts, généralement, méfiez-vous parce que ça ne veut rien dire. D'accord? Il y a eu sur CNews il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, un grand débat sur le combat entre bien et le mal au paradis. Je vous jure que c'est vrai. Il y a sûrement des experts là-dedans, mais ils n'ont aucune valeur. Donc déjà, on va voir ça juste maintenant, effectivement. Comment vérifier l'information sur les réseaux et sur Internet? La première chose à se demander, c'est en fait, qui poste l'information? Tout ça, c'est des indices. Il n'y a pas des vérités générales. Mais est-ce que c'est Tonton Hervé sur Facebook qui poste un truc? Ou est-ce que c'est un journaliste, par exemple, qui est en Ukraine actuellement, qui est un expert depuis 20 ans sur la situation en Ukraine, qui va donner des informations? Personnellement, j'ai plus tendance à croire cette personne-là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours raison, ça veut dire que c'est un gage de confiance. En fait, c'est des degrés de confiance. Voilà, donc expert, méfiez-vous de ce mot. Anonyme, alors ça peut être fiable. Les sources anonymes dans les journaux, c'est très important pour ne pas dévoiler des personnes, pour pas qu'elles puissent prendre des risques, mais tous les anonymes ne se valent pas. D'accord? Titou9646 sur Twitter n'est pas forcément la source la plus fiable qu'il faut par rapport au vaccin ou par rapport à la guerre en Ukraine. D'accord? Voilà. Et par rapport aux journaux. Alors, les journaux, c'est pareil. Effectivement, moi, j'ai tendance à plus croire Le Monde que François. François, c'est un journal extrêmement complotiste. C'est mon point de vue. Hein. Ça ne veut pas dire que Le Monde a toujours raison. C'est une histoire de degré de confiance. D'accord? La personne était compétente dans le domaine qu'elle partage. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Est-ce qu'elle est compétente? En fait, il y a beaucoup de gens, et pour moi, c'est un problème en France en tout cas, il y a beaucoup de polémistes qui vont avoir un avis sur tout, mais qui ne connaissent pas grand-chose en fait. Voilà, je ne dis aucun nom, mais donc ils vont arriver, ils ont leur point de vue sur Covid, sur l'immigration, sur la guerre en Ukraine,
Ça marche parce qu'en fait, ils utilisent des mots simples, ils sont plutôt charismatiques, mais ils n'ont pas forcément raison. D'accord? Donc, est-ce que la personne est compétente dans son domaine? Est-ce que c'est un scientifique reconnu? Là, il y a le prix Nobel de physique. Bon, lui, on peut lui faire confiance sur ce domaine-là. D'accord? Méfiez-vous aussi d'un truc, c'est pas parce qu'une personne est compétente dans un domaine qu'elle est légitime dans tous les domaines. D'accord? Teddy Riner, par exemple, est très bon en judo. Il fait de la pub pour Ford. Ça ne veut pas dire que Ford est une bonne voiture. Ça veut dire que Teddy Riner a peut-être des impôts à payer, mais ça ne veut pas dire que Ford est une bonne voiture. D'accord? Ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de la popularité. Si une personne est connue, si une personne est reconnue dans un domaine, on pense qu'elle est douée dans tous les domaines. Ce n'est pas forcément vrai. Enfin, est-ce qu'il s'agit d'une source primaire ou secondaire? Qui sait ce que ça veut dire, ça? Trichez pas. Qui sait ce que ça veut dire? Oui. C'est ça. Alors, c'est parfois nécessaire. L'AFP, par exemple, va donner beaucoup d'informations qui vont être reprises. Ça ne veut pas dire qu'une source secondaire est forcément fausse, mais plus une information se répète, plus elle a de chances de se diluer, de s'éloigner de ce qu'elle est. Et en fait, quand on étudie un peu la science, beaucoup de scientifiques se tapent la tête contre les murs quand ils voient comment leurs découvertes scientifiques sont reprises par les journaux. Un exemple très simple, c'est par exemple le boson de Higgs, qui est alors je ne suis pas un expert en physique, mais en gros, c'est la particule de la gravité qui était surnommée la particule de Dieu. Voilà. Et certains journaux ont dit, bah tiens, c'est la preuve que Dieu existe. Non, c'est plus compliqué que ça. D'accord? Plus on reprend une information, plus on a de chances de la déformer. Donc, c'est toujours bien de remonter à la source. Si un journal vous dit, la science a dit que ci, que ça, allez voir ce que dit la science. Allez voir ce que dit l'étude qui est citée dans le journal. Généralement, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Oui. Alors, justement, comment on peut remonter à la source? Alors là, on est très technique sur la première partie. On va prendre un article que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, vous allez voir qu'il est magique. 85% des jeunes de 10 à 15 ans séduits par la théorie du complot. Ça, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Ça avait fait un petit peu de bruit quand c'est sorti. On s'est dit, oh là là, les jeunes, décidément, les jeunes à jeter, quoi. Alors, si ça peut vous rassurer, sur Facebook, alors Facebook, c'est Facebook, on est d'accord, mais les plus grands propagateurs de fake news, c'est plus de 60 ans. Donc, l'idée que les jeunes sont les plus aptes à propager de la fake news, c'est une fake news. La prochaine fois qu'on vous dit ça, voilà. Donc là, moi, je me dis ça. Déjà, moi, je suis inquiet. Je me dis, 85% des jeunes, c'est beaucoup. On est dans l'émotion et donc, je vais avoir tendance à ne pas vérifier l'information. Il faut dépasser ça. Je vais cliquer sur l'article pour voir un petit peu de quoi il retourne. Je lis l'article et là, je vois un truc très simple déjà. C'est une source secondaire. Ce dont une étude publiée ce mercredi est réalisée par Institut de sondage CSA pour mise en presse. Source secondaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir vraiment ce que disent les données. Donc, je vais cliquer sur le lien CSA pour mise en presse et arriver sur la source primaire. Et j'arrive là-dessus avec ce magnifique dessin. Et là, c'est la source primaire qui venait du site mise en presse CSA. On est toujours sur la même information. 85% des adolescents de 10 à 15 ans sont séduits par des thèses conspirationnistes. Toujours très inquiétant, mais avant de s'inquiéter, lisons l'article. Ça, c'est un autre grand souci. Si on s'arrête au titre, généralement, on peut avoir une vision faussée et déformée parce qu'un article est aussi fait là pour attirer les gens. Ce qui est un peu le propos du titre, mais ça peut aussi induire en erreur. Donc, lisons l'article. Alors, on ne va pas tout détailler, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cet article. Allons sur la fin et on va lire en fait d'où viennent ces fameux 85%. Au global, 85%, donc des jeunes de 10 à 15 ans, envisagent l'existence d'au moins une théorie du complot. Réponse, c'est possible ou c'est peut-être possible. Et plus d'un tiers croit à au moins une théorie de manière plus certaine. Réponse, c'est possible. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette manière de présenter l'information? Moi, ce qui me gêne, c'est que la réponse c'est possible, c'est pas oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible que Zelensky en Ukraine soit manipulé par les États-Unis? C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Moi, je pense que non. Mais c'est possible, ça ne veut pas dire oui. Donc déjà là, on a un décalage entre c'est possible et oui qui pose souci. En plus, ces 85%, c'est pas juste c'est possible, c'est aussi c'est peut-être possible. Et moi, je vais dire ça à n'importe quoi. Est-ce que Macron est un reptilien? Oui, c'est possible. En pur scientifique, moi, je suis très pragmatique, c'est possible. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Non, pas du tout, mais c'est possible. Ça induit en erreur. Ça induit en erreur parce que ce c'est possible, il devient oui, et il devient 85% des adolescents croient dans les théories du complot. Donc ça, c'est embêtant. Et en plus, si on remonte un petit peu,
les 13% qui sont là, donc 13% pensent que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Là, on est plus sur de la pure théorie du complot, mais 13%, c'est la moyenne nationale. Dans cette amphi, il y a 13% des gens qui pensent aussi. C'est pas que les 10-15 ans. J'essaie de les guetter, est-ce qu'il y en a qui acquiescent comme ça? Donc voilà, donc là, en 2 minutes, on a vu que l'article, c'est pas du tout ce qui était mis dans le titre et c'est pas du tout ce qui était rapporté dans les autres, dans les articles qui ont repris cette information. Et on en a parlé à France Inter, etc. Ça fait un foin. Je dis pas que c'est pas grave, je dis pas qu'il faut pas s'en inquiéter, je dis que c'est pas exactement ça. D'accord? Merci. OK, notre ami Trump. Donc Donald Trump, qui est, alors pour les complotistes, c'est le sauveur du monde moderne. Donc Trump qui avait dit en 2016, de toute façon, je ne serai pas élu parce que les élections sont truquées. Bon, finalement, il s'est fait élire, donc les élections n'étaient pas truquées. Mais après, 4 ans après, il a dit que bah, si cette fois je ne suis pas élu, c'est que les élections sont truquées. Et comme il n'a pas été élu, il a dit que les élections étaient truquées. Et ça a failli faire un coup d'État. Les gens sont partis au Capitole pour justement réinstaller Trump. Trump, ça c'est un mème, donc c'est une image qui se propage sur Internet, que vous connaissez certainement. J'ai envie de savoir comment je peux savoir d'où vient cette image. C'est très simple, ça se fait en 2 minutes. Première étape. Ouais. Étape numéro 1. On va sur Google, tout simplement, et on va aller sur le petit appareil photo. Ensuite, soit on code l'URL, donc l'adresse Internet de l'image, soit on importe image. Donc là, moi, comme j'ai importé de même, je mets directement là-dedans. Comme il y a énormément de fois cette photo sur Internet, je prends la date la plus tôt possible. Donc voilà. C'est bon. Et on arrive à la première fois qui était entre donc 2015 et 2018. On arrive au 11 janvier 2017 qui était quand il a pris le pouvoir aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'est apparue cette phrase-là, You have fake news, qui est devenue virale. Et c'est lui qui a popularisé ce terme-là. Enfin, les fake news existaient avant lui, mais le mot fake news vient de Trump. Et ce qui est très paradoxal, c'est que, je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce qu'il a dit ça, mais en fait, quand les présidents américains sont élus, en fait, ils défilent le long d'une grande allée, et il y a des gens qui les acclament. Il s'avère que quand Trump est descendu, il y avait beaucoup moins de gens que 8 ans plus tôt pour Barack Obama. Donc les journalistes se disent, mais ça vous fait quoi de voir que vous avez été beaucoup moins applaudi qu'il y a 8 ans? N'importe quelle personne aurait dit, mais vous savez, j'ai 4 ans pour convaincre, etc. Lui, il ne s'est pas embarrassé, il a dit, c'est pas vrai. Mais il y a des photos, il y a des satellites, enfin, il y avait des photos satellites, hein. C'est pas vrai. En fait, il s'en fiche, il se fiche des faits. Voilà. Donc, il a accusé des fake news, une information vraie, et depuis, il n'a pas arrêté de dire des fake news. Mais il s'en fiche, en fait. Il fonctionne à la fake news. Voilà. Et là, par exemple, il est sous le coup de 15 mandats d'arrêt parce qu'il a lu et fait circuler des documents top secrets, mais c'est un complot. C'est très pratique, hein. C'est très pratique parce que ça dédouane des gens qui sont vraiment responsables de choses. Merci. OK. Donc là, alors, n'ayez pas trop peur, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez une info sur Internet, d'accord? Une info, on va dire, médicale ou scientifique, très inspirée du Covid, et vous ne savez pas trop comment évaluer la fiabilité d'une information. Mais en fait, il y a un gradient qui va vous paraître à un moment, je pense, un petit peu pas naturel, contre-intuitif, mais c'est comme ça que fonctionne la plupart de la vigilance par rapport à la fiabilité d'une information. Ce qui n'est pas une preuve, ce sont des rumeurs, d'accord? S'il y a la rumeur que des loups-garous circulent dans Paris ou que vous avez, je ne sais pas, égorgé des bébés chats hier soir, c'est une rumeur, ça ne marche pas, ça n'a pas valeur de preuve, d'accord? Là, on parle en termes scientifiques, hein. Judiciaire, c'est encore différent, scientifique. Donc, s'il y a la rumeur que 95% des vaccinés sont morts, etc., c'est une rumeur, ça ne fonctionne pas. Le bon sens, c'est pareil. Et le bon sens, c'est très inquiétant parce que le bon sens, il va se baser sur des connaissances un petit peu basiques que vous avez d'un phénomène et ça va vous paraître évident parce que vous n'avez pas tous les ressorts. Un exemple très logique et que beaucoup de gens ont eu durant la pandémie, mais qui est très pertinent, c'est quand même bizarre, un vaccin qui est sorti en 1 an, alors que le vaccin pour SIDA, ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à l'avoir. C'est logique de penser ça quand on n'a pas des connaissances médicales sur le sujet, c'est tout à fait logique. Par contre, ça peut s'expliquer si on connaît un petit peu la situation. Déjà, il y a eu un argent de malade qui a été investi.
c'est une base virale qu'on connaissait parce qu'il y avait le SARS-CoV-1 qui avait sévi à Hong Kong 15 ans plus tôt. Tous les laboratoires du monde ont travaillé de concert. Et le virus du sida, le problème du virus du sida, c'est qu'il détruit les défenses immunitaires. Or, les vaccins fonctionnent grâce aux défenses immunitaires. Donc, c'est logique que ce soit plus compliqué. Mais ce raisonnement-là, on l'a pas spontanément. Donc, le bon sens, ça nous donne l'impression qu'un truc est vrai alors que ce n'est pas vrai. Quand on dit tout le monde sait que, méfiez-vous de ça, quoi. Méfiez-vous de ce genre d'argument. Les témoignages, c'est pareil. Les témoignages de mon oncle qui m'explique qu'il a vu des extraterrestres, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'accord? Et enfin, en fait, le témoignage, ça dépend ce qu'on veut prouver. Si on se connaît et que vous me dites, ah, tiens, j'ai vu ta mère dans les rues de Lyon hier, ma mère habite à Lyon, c'est pas choquant. Je te fais confiance. Si tu me dis par contre, ah bah j'ai vu ta mère et que ma mère est morte depuis 5 ans, là, il faut une preuve supplémentaire pour être sûr qu'elle soit encore en vie. D'accord? Donc en fait, en fonction de ce qu'on veut prouver, il faut un niveau de preuve supplémentaire. D'accord? Si vous me dites, j'ai mangé une pizza à midi, je vous crois. C'est un témoignage qui me va. Je vous fais confiance. Tout dépend de ce que vous voulez prouver. Et enfin, la parole d'un expert n'est pas une preuve. Et ça, c'est très compliqué à admettre, mais une personne compétente dans son domaine qui affirme quelque chose, ce n'est pas une preuve. Tout dépend sur quoi elle se base. On va prendre un exemple très simple, c'est celui de Didier Raoult. Vous avez le droit d'adorer cette personne-là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand il dit « j'ai un remède contre Covid », très bien, mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Un expert n'a pas la science infuse, même dans son domaine, surtout face à un virus qu'on ne connaît pas. D'accord? Il s'avère que ces preuves, c'est des études qui étaient très mal menées, et honnêtement, on voit encore maintenant, il n'y a pas d'effet, quoi. En tout cas, la chloroquine ne fonctionne pas. Donc, un expert n'est pas une preuve. Et ça, c'est très compliqué. C'est quoi des preuves en science? C'est des études. Avant tout, c'est des études, donc c'est des tests qui sont faits et qui vont apporter des données. Alors forcément, c'est beaucoup moins, pour nous qui ne sommes pas scientifiques, on a plus envie de croire un témoignage, quelque chose d'empathique, qu'une étude froide. Et pourtant, ça marche mieux. D'abord, il y a les études observationnelles. On observe, par exemple, que plus les personnes sont âgées, plus elles sont faibles face au Covid. Très bien, on fait une étude, on a pris 1000 personnes, on a comparé l'âge avec les symptômes. Ça, c'est une étude observationnelle. On peut dire, il semblerait que plus les personnes sont âgées, plus elles sont fragiles face au Covid. L'étude analytique, c'est un peu plus compliqué, c'est on va voir la cause. Pourquoi est-ce que les personnes âgées sont plus fragiles face au Covid? Et ça peut être parce qu'elles ont moins de défense immunitaire, ça peut être parce qu'elles sont plus isolées, voilà, je ne sais pas. Mais là, on va chercher des causes derrière les observations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les études randomisées. Et là, on est au niveau au-dessus. C'est très simple. Imaginons, on a un médicament et on veut tester pour voir s'il fonctionne ou pas. Il y a 2000 personnes malades. Il y a vous êtes malade, moi j'ai un médicament. Comment je peux tester pour être sûr qu'il fonctionne bien? À votre avis, c'est quoi la méthode que je dois faire? Exactement. Pourquoi est-ce qu'il faut ce qu'on appelle un groupe contrôle? Pourquoi est-ce que je ne donne pas de médicaments à vous tous et toutes? Pardon? Parce qu'on ne peut pas comparer à quelque chose sans médicament. Ça se trouve, vous allez guérir naturellement. Pour comparer les effets du médicament, il faut comparer avec un groupe qui n'a pas de médicament. Donc on divise en deux. Vous, je vous donne un peu d'eau sucrée. Vous, je vous donne le médicament. On vérifie que tout va bien. Et on compare. Et si ce groupe-là guérit plus vite ou mieux que ce groupe-là, on en déduit que le médicament fonctionne. Mais un point important, il faut que les groupes soient randomisés. Si par exemple, sur 2 groupes où je donne le médicament, vous avez en moyenne 10 ans de moins, vous êtes plus jeune et en meilleure santé, peut-être que ce n'est pas le médicament qui fait que vous allez mieux, c'est que vous êtes plus jeune et en bonne santé. D'où des groupes randomisés. Il faut qu'il y ait la même moyenne d'âge. D'accord? C'est ce qu'on n'a pas fait Didier Raoult. Il disait la chloroquine fonctionne, mais tous ces groupes où il donnait les médicaments, ils avaient une moyenne de 40 ans et les autres groupes, ils avaient une moyenne de 60 ans. C'est peut-être ça qui jouait. Étude en double aveugle. Qui sait ce que c'est le mot double aveugle et qu'est-ce que ça veut dire? L'un des problèmes quand on fait des études médicales, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est qu'on va influencer une personne. Par exemple, si un bébé pleure et qu'on lui fait un bisou magique, il va aller mieux. Mais votre bisou n'a pas des propriétés magiques, même malgré son nom. D'accord? Mais le bébé se dit, tiens, on me dit que ça me fait du bien, donc le cerveau se dit, ça me fait du bien. OK? Il y a plein de choses qui vont influencer le bien-être du patient, par exemple, et notamment le rapport avec le thérapeute. Si moi, je donne un médicament, et je sais que c'est du placebo, vous allez sentir et vous allez moins guérir.
si je vous donne un médicament et je sais que c'est un vrai médicament, ça va jouer sur vous. C'est pour ça qu'il faut faire en double aveugle, c'est-à-dire que moi, docteur, je ne sais pas si je vous donne le placebo ou le vrai médicament. Et comme je ne sais pas, vous avez la même influence de ma part. Et ça a été prouvé. Voilà. L'impact de l'effet placebo, ça marche aussi sur les animaux, sur les bébés et sur les gens en général. D'accord? Et enfin, méta-analyse. Alors ça, c'est très simple. On prend toutes les études sur un sujet et on voit un petit peu ce que ça donne. Parce qu'une étude tout seul, ça ne suffit pas. Ça se trouve, on s'est trompé. Ça se trouve, il y a des faux positifs. On prend toutes les études et on en fait un rapport. Le plus connu en ce moment, c'est le rapport du GIEC, par exemple, où il y a 3000 études qui sont analysées et ils disent, en gros, ça craint. Je résume, hein, je synthétise, mais en gros, ça craint. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et le problème qu'on a eu durant cette pandémie, c'est que on était sur des réseaux, on avait des informations, on ne savait pas trop comment les gérer. Là, c'est pas mal de se dire, en fait, les témoignages d'une personne sur des réseaux, ce n'est pas forcément un truc, merci, hyper fiable. Par contre, s'il y a une étude formelle, etc., robuste, c'est peut-être mieux. Mais c'est moins accessible pour les gens, mais c'est mieux. Des questions jusque-là ou pas? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, tu as des tips à nous donner pour pas qu'on se fasse avoir et qu'on ait les bonnes infos? Mais absolument. Ça tombe bien, c'est exactement le slide d'après, c'est fou. Hein. Non, mais ce qui est, s'il vous plaît. Ça, là, je pense qu'au bout d'un moment, vous êtes en mode à vous dire, bon, c'est bon, c'est lourd à comprendre, c'est normal. Ce n'est pas notre métier de faire ça. Au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est, moi, j'ai quatre conseils. Et en fait, il permet déjà de trier énormément d'informations. Si on propose une solution simple à un problème complexe, généralement, c'est faux. D'accord? Si quelqu'un vous dit qu'il a la solution contre le réchauffement climatique, c'est trier ses déchets, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas trier ses déchets. Je dis que ça ne suffira pas. D'accord? Mais moi, j'ai la solution même contre Covid, contre n'importe quoi, contre la guerre en Ukraine, mais j'ai la solution. Moi, il faut juste que les deux se rencontrent. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Solution simple. Généralement, un problème compliqué nécessite une réponse compliquée. Généralement. Deuxième chose, si une affirmation est trop incroyable pour être vraie, elle est généralement fausse. Moi, alors il y a un mois, j'ai reçu un mail génial. C'est un monsieur français à Miami qui est un peu vieillissant, qui a une maladie incurable. Il a une fortune et en fait, il a donné à une association, mais il a besoin de mon compte en fait pour faire le virement. Donc, je dois juste lui donner 2000 € et il me fait un transfert et je prends 10% de sa fortune. C'est génial. Je n'ai pas de nouvelles depuis, mais je suis sûr que ça va se faire. D'accord? Information trop incroyable pour être vraie, ça sent mauvais. Je ne voudrais pas parler des NFT, par exemple, ou ce genre de choses, mais méfiez-vous. Ou tous les trucs des influenceurs en disant ouais, 10 000 € par mois, ça sent mauvais. Je ne sais pas ici, mais j'avais vu, par exemple, sur un journal plutôt sérieux, du jus de citron pour guérir du sida. Alors, moi, je me dis, si ça fait 20 ans que les scientifiques du monde entier n'arrivent pas à trouver une solution contre le sida, je pense que le citron que tu presses chez toi le matin, ça ne va pas suffire. Par contre, le cerveau, il aime bien ça, parce que le cerveau se dit, je peux comprendre cette réponse, je peux comprendre cette explication, donc j'ai envie d'y croire, parce que je peux l'appréhender. C'est ça qui est compliqué aussi. Une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Encore une fois, si vous me dites que vous avez mangé un pain bagna à midi, je vous crois volontiers. Si vous me dites que vous parlez régulièrement à des extraterrestres, il faut un peu plus de preuves. D'accord? Qui parle avec des extraterrestres ici? Non, mais vous pouvez, hein, mais donnez-moi plus de preuves que ça. C'est tout. Enfin, s'il vous plaît. Un exemple très simple de ça, c'est les pyramides. S'il vous plaît. Je parle des extraterrestres, ça s'échauffe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Des extraterrestres qui ont construit des pyramides, alors pourquoi pas? Mais donne-moi des preuves. Parce que pour l'instant, je pense que c'est plus généralement les Égyptiens et les esclaves. Si l'ensemble des scientifiques d'un domaine partagent un même avis, généralement c'est vrai. Donc ça peut paraître contradictoire par rapport au slide précédent où je disais qu'un expert n'est pas une preuve. Mais concernant le réchauffement climatique, si l'immense majorité des experts sont d'accord entre eux, soit ils mentent tous, soit ils se trompent tous et moi j'ai raison, soit c'est eux qui ont raison. À un moment, il faut faire confiance aussi. Si votre voiture fait un bruit bizarre et que 10 garagistes vous disent il faut absolument changer maintenant, alors soit c'est tous des menteurs, soit il faut changer de voiture. À un moment, il faut faire confiance aussi à la majorité des experts. Ils ne sont pas tous manipulés, ils ne sont pas tous sous l'égide d'un groupuscule. Teddy Riner, voilà, donc qui adore le judo et qui adore aussi faire des pubs pour Ford. Moi, je me dis, comme il est bon en judo, il sait de quoi il parle en voiture. Bien sûr, ce n'est pas vrai.
Mais j'ai envie d'y croire, et c'est pour ça qu'il y a plein de stars qui font de la pub. Georges Clooney qui fait des pubs pour le café, des influenceuses qui veulent vous vendre l'eau de leur bain ou je ne sais quoi. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a beau dire ça ne marche pas, ça marche. Et ça marche parce que le cerveau, il fonctionne d'une manière très particulière. C'est les biais cognitifs. D'accord? Les biais cognitifs, je crois que j'ai une définition juste après. Ouais, bon, on verra après. Un biais cognitif, c'est... Bon, au revoir. Ah, revenez. Un biais cognitif, c'est en fait votre cerveau. La cognition, c'est le fonctionnement du cerveau. Un biais, c'est un chemin de travers. Un biais cognitif, c'est votre cerveau qui se dit « je vais prendre un raccourci ». Sauf que des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Il y a plein de biais cognitifs, il y en a 150. On va tous les voir un par un. Non, on va pas... ouais. Un biais cognitif que vous connaissez tous, c'est durant les soldes, il y a 100 €, d'accord, le prix d'un pantalon à 100 €, plutôt cher. Mais si vous voyez 150 € barré en rouge, puis 100 €, automatiquement, le 100 € vous paraîtra moins cher. Parce que votre cerveau est soumis à ce qu'on appelle le biais d'ancrage, où il va partir des 150 pour évaluer la valeur des 100 €. De même, si vous voyez 50 € barré 100 €, ce 100 € là vous paraîtra plus cher parce que vous êtes parti des 50 €. D'accord? On va voir 2-3 biais cognitifs. Le biais de la popularité, donc c'est celui des influenceurs, des influenceuses. En gros, on se dit, si une personne est populaire, elle a forcément raison. D'accord? Moi, par exemple, j'ai vendu 30 000 livres et je suis suivi par 100 000 personnes sur les réseaux. Généralement, quand je dis ça, notamment à des lycéens ou des collégiens qui sont fans de TikTok, il y a un silence qui se fait et on m'écoute davantage. Ce qui est absurde. Je dis toujours la même chose. Mais comme je suis populaire, ça interpelle. Et là, d'ailleurs, c'est un peu plus silencieux. Ça, l'être humain, il est câblé comme ça. Si c'est populaire, il y a forcément une raison. Il y a une étude scientifique qui a été faite, par exemple, par Mehdi Moussaïd, qui est un YouTuber qui fait la chaîne YouTube Foodoscopie, que je vous conseille, l'étude des foods. Il a pris 10 chansons, d'accord? Et il a envoyé ça à des milliers de personnes. Sur la moitié des personnes, il ne mettait pas le nombre d'écoutes de chaque chanson et il demandait de voter pour sa chanson préférée. Et globalement, il y avait 10% de personnes par chanson. Les chansons étaient aimées de la même manière. Sur la deuxième moitié des personnes, il a montré quelles étaient les chansons déjà les plus populaires. La chanson 1 avait été écoutée 500 000 fois, la chanson 2, 250 000, etc. Et bien, comme par hasard, c'est les chansons qui étaient les plus écoutées qui étaient les mieux notées. D'accord? On aime ce qui est populaire, c'est comme ça. Il y a plein d'exemples. Marque préférée des Français, ça se trouve, les Français ont mauvais goût, mais ça va nous interpeller. On se dit, bah, si les Français aiment bien, il y a de bonnes raisons. Didier Raoult, c'est pas pour y tomber dessus encore une fois, mais l'un de ses arguments, comme quoi il avait raison, c'était « je suis suivi par des millions de personnes sur YouTube ». Je m'en fiche. C'est pas comme ça qu'on évalue que le traitement est efficace. C'est pas parce qu'une personne est connue sur YouTube. D'accord? Biais de popularité. Et enfin, une photo exacte de la Terre. C'est pas populaire, cette croyance que la Terre est plate. D'accord? La Terre n'est pas plate. Je suis désolé de... Par contre, sur les réseaux sociaux, avec le biais de confirmation et les bus de confirmation, une personne qui pense que la Terre est plate va forcément tomber sur du contenu et des gens qui pensent également que la Terre est plate. Elle va se dire, mais en fait, tout le monde est d'accord avec moi, j'ai raison. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an exactement, il y a un Américain qui a créé sa fusée pour aller dans l'espace et prouver que la Terre était plate. Manque de bol, il est retombé. Comment? Il a fait sa fusée, elle a tenu à peu près, elle a tenu juste assez haut pour qu'il retombe et que ça soit fini, quoi. Donc, oui. Et blague à part, on en rigole, mais les théories du complot, au-delà du fait qu'on croit ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci, ça a des impacts de la vie de tous les jours. Aux États-Unis, la prise du Capitole, c'était suite à des théories complotistes. Il y a des enfants qui sont faits enlever en France à cause de théories du complot. Il y a des chefs d'État qui vont utiliser ces théories du complot pour attaquer d'autres pays. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance au gouvernement. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est important de voir un petit peu pourquoi on croit ce qu'on croit. Merci. Exemple de le biais de préférence, ça c'est le plus important. Imaginez, vous êtes un peu suspicieux du vaccin. Vous avez le droit, hein, ce n'est pas mon problème. Vous êtes un peu suspicieux du vaccin, vous dites c'est quand même bizarre, il est fait rapidement, et puis on nous force à faire 3-4 doses, quand est-ce que ça s'arrête? Vous avez le droit de penser ça. Vous voyez ça sur les réseaux. Vous voyez cette photo, en plus c'est un gant de scientifique, donc ça fait super sérieux. À gauche, il y a du sang de non-vaccinés, qui est rouge, c'est globalement la bonne couleur pour le sang. Et à droite, il y a du sang de vaccinés, c'est noir, ce n'est pas la bonne couleur pour le sang.
Si déjà vous pensez que le vaccin est dangereux, vous allez être davantage convaincu par cette image. Si vous prenez du recul et que vous faites attention, que vous vérifiez, vous vous rendez compte que c'est du ketchup et de la sauce barbecue. D'accord? Mais ça, il faut avoir un recul par rapport à cette information. Autre point sur les théories du complot, s'il vous plaît. Autre point sur les théories du complot. Ce qui se passe en Iran en ce moment, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit le chef iranien il y a quelques jours. Ben forcément, c'est un complot. Hein. Ce n'est pas que les gens en ont marre de son régime. C'est un complot. C'est l'arme de base de toute personne, de tout dirigeant autoritaire. C'est un complot. Un complot d'étrangers, généralement des États-Unis. Comme ça. Comme les gens n'aiment pas trop les États-Unis, c'est très facile de convaincre. Et en Afrique, à ce moment, il se passe beaucoup de choses aussi, où on accuse les Français d'ingérence, alors à tort ou à raison, et donc on va accepter l'influence russe. Donc la géopolitique est aussi influencée par la théorie du complot. Que ce soit bien ou pas, c'est un fait. Et maintenant, je vais revenir sur la définition de base. On a déjà vu ce que c'était des fake news. On l'a vu au tout début d'intervention. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit pour l'instant, c'est une vision très naïve des fake news. J'ai donné l'impression qu'en gros, c'est vrai ou c'est faux. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de tort ou raison, terre plate ou terre ronde. Et en fait, on va voir que c'est plus compliqué que ça. Un premier point, c'est que déjà, généralement, la fake news, elle part pas de nulle part. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pareil ici. Il y a sur Twitter, par exemple, il y a eu ce post, donc, un médecin a facturé un supplément de $40 à une patiente qui avait pleuré pendant la consultation aux États-Unis. D'accord? Moi, je vois ça. Donc là, je suis dans l'émotion. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de l'émotion, où plus on est ému, moins on vérifie l'information. Moi, je vois ça. Ça confirme un petit peu ce que je pense des États-Unis et de leur système de santé. Donc, je suis outré et je n'ai pas envie de vérifier l'information. Mais si je vérifie, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu flou, mais on voit Brief Emotional Behavior Assessment. Je suis assez fier de mon accent. C'est en fait un questionnaire sur ce que ressent la personne. C'est ça qui coûte $40. Alors, je trouve que c'est toujours honteux de faire payer $40 à un questionnaire, mais ce n'est pas exactement parce qu'elle a pleuré. Donc, c'est une fake news et en même temps, elle a un fond de vrai. Et beaucoup de fake news jouent sur cette ambiguïté. Ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas forcément faux, ça joue entre les deux. Et comme c'est flou, nous, on va juste appliquer la vision qui nous arrange, biais de confirmation. D'accord? Une information peut être présentée de telle manière qu'elle induit en erreur. Alors ça, c'est hyper important. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage, c'est très important. Il y a à peu près un an, un peu moins, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes de Lyon, en tout cas, il y a du sable du Sahara qui s'est déposé sur toutes les voitures. Tout était jaune. Voilà. On s'en rappelle. Ceux qui ont une voiture s'en rappellent très bien. Et il y a des journaux qui ont dit ce sable est radioactif, ce qui était factuellement vrai, complètement vrai, d'accord, dû aux essais nucléaires français. Bon. Et vous, quand vous entendez ça, quand vous entendez que le sable qui est juste là est radioactif, vous pensez à quoi? Vous ressentez quoi? La peur. La radioactivité, on pense aux champignons nucléaires, on pense à Fallout, on pense à des choses. Oui, peur, oui. Tu connais le mot, c'est parfait. Donc, ça va vous induire en erreur. Il s'avère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il reste 3 minutes. Il s'avère que ce sable est radioactif à hauteur de 0,3 becquerel, qui est la mesure de la radioactivité. Est-ce que c'est beaucoup? Une banane, c'est 5 becquerels. D'accord? C'est 15 fois plus. Un individu, là, vous, c'est 8-9 becquerels. Vous êtes tous beaucoup plus radioactifs. Donc, dire que ce sable est radioactif, c'est vrai, mais c'est induit en erreur. Ce n'est pas une fake news, mais c'est induit en erreur. D'accord? La manière de présenter l'information va impacter notre réception d'information. Et un autre point très important, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, par exemple, sur l'effet de cadrage. On a imaginé une scène où il y avait une maladie très grave, d'accord, qui tuait 100% des gens. Et on s'est dit, bon, on a deux remèdes et il faut savoir lequel est le mieux. Et donc, on a dit aux gens qui passaient l'étude, il y a un premier groupe, ils prennent tous ce remède et il y en a 60% qui s'en sortent. Yes. Deuxième groupe, on leur fait boire un deuxième remède et il y a 40% des gens qui meurent. Quel est le meilleur remède? Et bien, quasiment tous, on dit, bah, c'est le premier. Il y a 60% des gens qui s'en sortent, c'est le premier. C'est pareil. Sauf que d'un côté, on se cible sur les gens qui ont survécu et de l'autre, sur les gens qui sont morts. Et ça, c'est un effet de cadrage très important qui est utilisé beaucoup sur les sondages. Oh là là, 45% des gens plébiscitent telle réforme. Oui, mais ça veut dire que 55% des gens ne la plébiscitent pas.
La manière de présenter l'information, ce n'est pas de la fake news, mais ça va induire en erreur ou ça va orienter notre manière d'aborder l'information. Méfiez-vous des effets de cadrage, méfiez-vous de la manière dont on oriente l'information. Et je pense qu'on est bon. Merci à vous. On est bon niveau timing? Merci Antonin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de mauvaises questions et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. J'ai aucun souci avec ça. Au contraire, c'est intéressant. S'il y a un platiste ou une platiste, s'il vous plaît, dites-moi. Pas de questions? Non. Alors, juste un point aussi, je profite que l'ICRA soit là. Il y a deux types de théories du complot. Il y a deux types de théories du complot. Il y a ce qu'on appelle les théories verticales et les théories horizontales. Les théories verticales, c'est en gros, le gouvernement nous manipule, Big Pharma nous manipule, Soros nous manipule, etc. En gros, c'est des autorités qui écrasent les gens. Bon, très bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cette influence-là, mais voilà. Le deuxième type de théorie du complot, elle est horizontale. C'est une minorité qui impose sa loi. C'est le grand remplacement. C'est le lobby LGBT. Ça, c'est aussi des théories du complot parce que ce n'est pas vrai, mais ça a un impact très néfaste parce que ça fragmente la société. D'accord? Et l'antisémitisme, hein, c'est le pilier de base de toutes les théories du complot depuis 2000 ans. Voilà, hein, c'est voilà, forcément les juifs manipulent tout, etc. etc. Ça, c'est un peu le prototype de la théorie du complot. Donc, encore une fois, on peut se méfier du gouvernement, etc. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les théories du complot, ce n'est pas neutre. Ça a un impact social sur la société, sur les vies humaines qui est hyper important. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'y penser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser contre le système, mais penser que Trump va nous sauver, voilà. Le problème de ça, en fait, c'est que ça nous empêche aussi de nous concentrer sur les véritables problèmes. Là, une théorie du complot en vogue, c'est que les scientifiques nous mentent et il n'y a pas de réchauffement climatique. Alors, peut-être que c'est vrai, mais il y a des milliers de scientifiques, il y a eu des milliers d'études. Il y a plutôt un réchauffement climatique. Mais tant que les gens disent c'est pas vrai, peut-être qu'on ne va pas avoir les vraies mesures pour lutter contre. Donc, ce n'est pas neutre une théorie du complot et on peut y croire, mais il faut savoir pourquoi on y croit. Merci, merci. Merci Antonin pour cette conférence. Sans plus attendre, on va passer à la suite des événements. Juste avant, on aura une petite pause. Donc, à partir de 14h30, on se retrouve tous au niveau du hall. Attention, on note vos présences et c'est nous, on le fait. Donc, pas possibilité de partir ou quoi que ce soit. Voilà, voilà.